Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui je poste la vidéo sur la phobie scolaire. J'ai trop hâte de vos retours, j'ai pu lire vos témoignages sur le sujet. Ça m'a beaucoup touchée, donc j'espère que la vidéo vous plaira. En attendant, je vous fais des bisous. À ce soir. J'ai un rêve depuis que j'ai à peu près 12 ans. C'est d'être créatrice de contenu. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour énormément de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Et j'ai commencé à en regarder sur la plateforme YouTube. Et justement, vers mes 12 ans, j'ai décidé de moi aussi me créer une chaîne YouTube. Et c'est là que mon parcours sur le monde des créateurs de contenu débute. Mais le contenu que je proposais sur YouTube était un petit peu atypique. Je vais commencer par vous raconter mon parcours de créatrice de contenu. Ça du coup c'est mes débuts sur les réseaux sociaux. J'ai commencé par faire des vidéos avec des figurines. Donc là ici des pet shops. Et j'ai commencé justement en faisant des petites histoires que je mettais en scène avec ces figurines. En fait c'était mes acteurs. Parce qu'à l'époque j'étais trop jeune pour me mettre en scène moi. Et donc j'ai commencé à me créer une communauté. Il faut savoir qu'au début j'avais très honte de ce que je faisais parce que je me comparais beaucoup aux gros youtubeurs, aux grosses têtes de YouTube, comme par exemple Squeezie, Cyprien, ou tous ces youtubeurs qui avaient énormément d'influence et qui faisaient des vidéos un peu plus normales entre guillemets, dans le sens où je sortais vachement du lot, parce que moi je faisais des vidéos avec des figurines, et donc c'était vu comme quelque chose de très immature, d'enfantin. Et puis un jour je me suis dit que j'avais plus envie de me cacher derrière des pet shops, et que j'avais plus forcément l'âge aussi pour ça, donc je me suis dit ok, ça serait peut-être le moment de se lancer en fait sur les réseaux sociaux en montrant mon visage. S'assumer, ça commence aussi ici. À l'époque j'avais énormément peur de me montrer. Maintenant à l'heure d'aujourd'hui ça va mieux et j'assume un petit peu plus ce que je fais. Parce que voilà, j'ai commencé à percer sur les réseaux sociaux et il y a des gens qui m'ont reconnu, qui ont reconnu le son de ma voix et qui m'ont dit mais tu faisais des vidéos pet shop avant. Et du coup à ce moment là je me suis dit ok, c'est le moment d'assumer, de se dire que c'est mes débuts. C'est comme ça que j'ai appris à manier un logiciel de montage, à manier une caméra, et j'avais même créé mes propres décors avec ces figurines, il faut quand même se le dire. Il faut savoir qu'entre temps, quand j'ai eu mes 100 000 abonnés, j'ai une agence qui m'a contactée. Mais qu'est-ce que veut une agence avec une simple vidéaste en herbe comme moi ? Du coup, comme je te disais, on a une nouvelle campagne donc avec Paramount+. Tu avais déjà du collab là sur le film Donjons et Dragons. Okay. Là, ils reviennent pour une nouvelle campagne. En fait, c'est le service SVOD Paramount. Le rôle d'une agence d'influence, c'est de proposer des partenariats entre les influenceurs et les marques. Les marques cherchent des influenceurs qui correspondent à leur image et leurs valeurs. Alors, je pense que dans une agence, le cœur du métier, c'est de régler des problèmes. Très honnêtement, en fait, sur le papier, quand on vend une campagne, quand on l'écrit, en théorie, tout se passe merveilleusement bien. Mais c'est ce qui est challengeant aussi, parce qu'en fait, on gère de l'humain. Une question qui m'est venue aussi, c'est quels sont les problèmes qu'on rencontre entre des créateurs de contenu et une agence. Donc on va tout leur expliquer la campagne, on va leur demander par exemple d'écrire un script par rapport à tu dois mettre en avant tel aspect du produit, tel aspect du service, mais tu as des contraintes de temps, tu dois faire une vidéo de moins d'une minute, mais il faut la rendre dans 2 jours parce que dans ce milieu on doit être ultra réactif tout le temps. Bon finalement la marque n'a pas kiffé, rétropédalage et donc on doit réécrire un script. Et donc en fait, on a vraiment gérer une multitude de problèmes. Ça peut être des problèmes de production, ça peut être des problèmes de compta, ça peut être des problèmes de créateurs de contenu qui veulent finalement plus faire la campagne pour X, Y, Z raison. Et donc là, il faut sortir sa plus belle carte de diplomate pour leur faire comprendre que c'est un métier et qu'il y a des engagements derrière. Ça vaut aussi pour la marque, parfois qui
n'est pas prête à accepter ce qu'on lui soumet. Et donc il y a tout cet aspect entre guillemets éducatif à faire. Et c'est ce qui rend le métier ultra intéressant. Maintenant, que pense ma famille de ma décision de rentrer dans cette agence et également comment voit-il le métier de créateur de contenu? Alors, la première fois qu'une agence t'a contacté, j'étais un petit peu inquiet en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette agence? J'avais pas forcément compris les fonctionnements et je me dis mais tiens, pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'une agence? Quel est l'intérêt de cette agence-là? Est-ce qu'elle veut simplement pas, quelque part, venir gagner de l'argent sur le dos de l'oreiller? Et j'ai compris aussi avec le temps la nécessité de ce système d'agence qui est là pour promouvoir des annonceurs, pour mettre les influenceurs en lien avec les annonceurs et puis aider quelque part ce job à exister. Et maintenant, il commence, il y a toute cette nouvelle génération et qui est sur vidéo. Et la question que je me pose, c'est que est-ce qu'ils ont une vie? Parce que certains mettent leur vie en fait tout sur les réseaux. Et c'est ce qui provoque beaucoup de problèmes. En même temps, on s'aperçoit que les jeunes, ça leur permet de se confier peut-être plus facilement. Mais quelquefois, j'ai l'impression qu'ils sont plus dans la réalité, qu'ils sont que derrière leur écran. Alors, moi je dirais, dans ce métier-là, c'est l'avenir, en fait, qui fait plus peur parce qu'on se dit, ben, sur le coup, on est connu, on a des vues, tout ça, mais est-ce qu'après ça dure dans le temps? Est-ce que ça risque pas un jour de plus avoir de vues, enfin, de moins marcher, Voilà, c'est ça qui serait plus inquiétant, et puis rester aussi soi-même. Maintenant qu'on a pu voir ce que c'était une agence et qu'on a vu un petit peu la réaction de mes proches face à tout ce milieu, je vais parler de mon expérience personnelle avec tout ça. De mon côté, dans mon agence, ça s'est toujours bien passé. Il y a juste quelques petits points qui sont un peu gênants, mais ça, c'est pas forcément la faute de mon agence, c'est plus par rapport aux clients. C'est que quelquefois, j'ai très peu de temps pour rendre des vidéos. Et par exemple, là, quand j'étais en période d'examen, c'était très compliqué de lier mes vidéos TikTok, mon agence et mon documentaire. Bon, bah, je pense que c'est aussi important que je filme les moments où ça va pas trop. Là, je me suis posée dans mon lit parce que quand je suis trop sous pression, je fais une petite sieste ou alors je fais de la méditation. Parce que je suis quand même très anxieuse comme personne, je le sais. Là, j'ai mon agence qui vient de m'écrire aujourd'hui pour me demander de rendre un script. Alors que moi, de base, je devais me concentrer sur mes examens. Aujourd'hui, je devais filmer. Je peux pas refuser parce que le client, c'est Paramount et que c'est une occasion de malade. Mais j'ai peur de louper quelque chose, en fait, du côté de mes examens. J'ai peur de louper quelque chose du côté de mon agence si je dis non. J'ai aussi mon TikTok où il faut que je continue d'être régulière. Et en fait, j'ai l'impression que je me noie. J'ai l'impression que je vais pas y arriver, que... J'ai l'impression qu'en fait... je perds le contrôle, que j'ai plus le contrôle sur rien du tout. Et ça me fait peur parce que moi, je veux réussir à tout gérer toute seule et surtout réussir à tout gérer sans dire non quelque part parce que j'ai peur d'avoir des regrets. J'ai aussi très peur de dire non à mon agence parce qu'ils m'ont apporté beaucoup de choses. Heureusement, j'ai quand même trouvé des solutions à cette pression que je me mettais, comme en fait savoir organiser mon temps entre mon agence, mon école et mon TikTok. Et savoir positiver m'a beaucoup aidée parce que du coup ça m'a permis de me rappeler que j'ai eu de grandes opportunités grâce à mon agence. J'ai eu l'occasion d'assister à des événements tels que la Vivatech, à laquelle je me suis rendue il n'y a pas longtemps, à Paris.
C'était super parce qu'en fait c'est plein de nouvelles technologies nouvelles qui n'ont pas été encore présentées au grand public. Et tout ça grâce à mon client Google qui m'a invitée du coup suite à ça. Et puis mon agence m'a apporté tellement d'opportunités. Par exemple, je travaille avec Paramount+, avec Paramount tout court. J'en profite justement pour faire une petite pause et vous montrer des fois ce que peuvent nous envoyer les marques quand on travaille avec eux. En tant que créateur de contenu / influenceur, on reçoit régulièrement des colis de la part de marques, de plateformes de streaming, etc. Et il faut savoir que en général, en contrepartie, on doit réaliser une story afin de promouvoir du coup la plateforme ou la marque. Ah bah du coup c'est un petit sac à dos. Si tu décides de réaliser des contenus, tu devras bien intégrer @ParamountPlusFR et le hashtag Paramount+, hashtag titre, ainsi que la notion de hashtag collaboration sur les posts et toutes les stories. Donc voilà, je sais que mon père était inquiet par exemple par rapport aux agences, mais au final ça se passe très bien. Je suis très bien là où je suis. Je veux dire, c'est un revenu en plus du coup parce que c'est un travail en plus. Le monde des créateurs de contenu, c'est aussi une grande collaboration avec d'autres TikTokers, puisque en fait quand on collabore avec d'autres TikTokers, on crée comment dire, de la diversité. Et puis c'est un peu le but de notre métier aussi, c'est de se créer des contacts. Donc moi j'ai pris contact avec une fille qui s'appelle Angelina, qui elle fait des fictions comme moi à peu près sur TikTok. Et en fait on se rend compte qu'on a un peu les mêmes peurs vis-à-vis de TikTok. Je pense que ma plus grosse peur, et je suis pas la seule à penser ça, c'est que tout s'arrête du jour au lendemain, que l'algorithme baisse, que les abonnés baissent, tout ça, et que tout simplement notre travail ne plaît plus. Du coup, pour les inconvénients, je trouve que des fois on se sent pas légitime auprès des autres, qu'on n'est pas souvent pris au sérieux quand on dit ce qu'on fait, quoi. Et aussi on dépend beaucoup des vues. De toute façon, tous les créateurs le disent. Dès qu'on poste une vidéo, tout de suite on va se focaliser sur le nombre de vues qu'on fait et quand il y a une baisse de vues, il y a une baisse de morale qui va avec, quoi. Je trouve quand même que c'est un milieu très anxiogène. Mon point de vue avec les réseaux sociaux, c'est que c'est stressant. Mine de rien, c'est stressant. C'est pas un métier d'être créateur de contenu, je veux dire, c'est juste un passe-temps. Puis tu sais même pas combien de temps ça va durer. En vrai, tu dois être grave bien payé, non? Il paraît que ça paye de ouf les réseaux sociaux. Faut arrêter de se créer du stress, enfin je veux dire, t'as quand même la belle vie. Hein. Tu ferais mieux de trouver un vrai travail. Faut arrêter d'être obsédé par les vues aussi. Hein. J'ai aussi vécu une expérience avec une abonnée qui s'appelle Victoria, qui était en fait très possessive. Il est arrivé à Victoria d'envoyer des messages menaçants à d'autres abonnés à moi, tout simplement parce qu'ils avaient créé des comptes fans de moi. C'est une situation très dure à gérer parce que Victoria est jeune. Et j'ai des abonnés quelquefois qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils ne peuvent plus me parler. Je fais ça pour Victoria. Elle pense que j'essaye de t'éloigner d'elle, à être beaucoup plus proche de toi, et comme ça tu l'oublies elle. Au fil du temps, j'ai compris que Victoria était une personne très fragile parce que j'ai jamais vraiment échangé avec elle, on n'a jamais tissé de lien et pour moi c'est une abonnée et pour elle je devrais juste être une créatrice de contenu. Moi, le stress le plus intense que j'ai sur TikTok, c'est ma régularité. On est constamment obligé de poster régulièrement parce qu'en fait, notre compte TikTok est géré par un algorithme. Et un algorithme, c'est un robot qui en fait va nous mettre en avant si on est régulier. Mais par contre, si on perd de la régularité et qu'on poste pas pendant une semaine, voilà comment ça fait. Les vues, ça fait comme ça descend. Et du coup, le salaire descend aussi. Avant, justement, quand je n'étais pas payée, les réseaux, c'était plus facile. C'est parce qu'il n'y avait pas tout cet aspect où tu dois gagner des sous et toi avec. Vraiment, c'était plus ça. Moi, je trouve que c'était plus chill. Et maintenant que du coup, quand tu commences à gagner des sous à partir de ça, et que là, d'un coup, tu gagnes moins, ça fait bizarre, tu vois.
C'est comme si tu taffes les mêmes heures, mais t'es moins payé, tu vois. Genre, en fait, c'est le même truc. Tu vois, t'imagines, t'as un contrat de, je sais pas, de 24 heures et tout. Un coup, t'es payé un certain salaire, et puis d'un coup, ça baisse. Tu vois, genre, c'est frustrant à mort. On peut prendre des vacances, mais dans ce cas-là, on doit faire des vidéos à l'avance et bosser 2 fois plus avant de partir en vacances. Comme un vrai métier. C'est pour ça que moi, je considère vraiment que le monde de l'influence, c'est un vrai métier, dans le sens où il y a du travail dans les vidéos qu'on crée, on est auto-entrepreneur, on a une micro-entreprise, on a une agence, on travaille avec des clients, malgré le fait qu'on soit derrière une caméra et qu'on fasse des fictions seuls. Il y a aussi après, c'est pour ça là, ce que je remarque, c'est que je me justifie, parce qu'en fait, dans ce monde de créateurs de contenu, il y a ce besoin constant de se justifier sur ce qu'on fait. Et je dis ça parce qu'il y a eu un scandale, il y a un petit moment déjà et tout, par exemple par rapport au gros youtubeur Squeezie, qui était allé sur un plateau télé, et je trouve qu'il s'est fait humilier. Mais vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous? S'ils achètent un livre, vos fans, c'est un tapis de souris pour eux, non? Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier? Bien sûr, abonnez-vous. Génie. On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là, il est magnifique. Ah là, ouais, là, je crois qu'on est au top. Donc là, l'extrait que vous venez de voir, c'est un petit peu un côté négatif du monde de l'influence, c'est que quelquefois, on croise ce genre de personnes qui sont très peu ouvertes du coup à ce métier qui est nouveau. Personnellement, j'ai dû me justifier auprès de mes proches, qui eux ne savaient pas vraiment ce que c'était le monde de l'influence, qui étaient un peu inquiets. Mais mes proches, au fur et à mesure où ils m'ont vu évoluer et qu'ils ont vu que ça marchait toujours, que j'avais une agence, des clients, ils ont commencé à lâcher la grappe et à se dire « Ok, on la laisse faire », parce qu'ils sont renseignés. Après, il y a également toute la sphère abonnés. Donc moi, je sais que régulièrement, j'ai des abonnés qui me contactent sur mes réseaux sociaux. Coucou, en fait je m'appelle Farah et je voulais juste te dire que t'es mon influenceuse préférée et que tes courts-métrages sont incroyables. Et après on a le côté un peu plus sombre qui regroupe les personnes qui viennent se confier à nous parce qu'en fait elles se sentent en confiance avec nous du fait qu'elles regardent nos vidéos, qu'elles nous voient presque tous les jours sur leur écran. Et à chaque fois j'ai pas envie d'aller à l'école parce que à chaque fois je me fais moquer et tout. Et du coup, j'en peux plus et du coup, j'ai pas envie d'aller en cours. J'ai pas envie d'aller à l'école à cause de ça. Moi, je suis en CM2, j'ai 10 ans. Personne ne m'aime. Ils se moquent de moi, comment je m'habille, comment je me comporte. Et c'est vrai que ça touche à mon moral aussi parce que d'entendre ce genre de témoignages, quelquefois, faut savoir s'en détacher en fait. Après, je sais que mon type de vidéo fait aussi que j'ai ce genre de message parce que je fais de la prévention sur l'anxiété, la peur d'être soi-même, sur le harcèlement scolaire. Donc forcément, j'ai des gens qui vont venir se confier à moi sur ces problèmes-là. Quand on est sur TikTok, on fait très attention à l'image qu'on envoie parce que on est exposé au monde entier. Et ça, c'est aussi un des dangers du monde de l'influence, c'est qu'on peut tomber sur des gens un petit peu fous. Et je pense notamment à Lucille, une tiktokeuse avec qui je suis amie, qui a vécu une histoire mais terrible. Il fait des vidéos où il me dit je te cherche dans Paris, je te cherche partout. Et après ça a continué de jour en jour avec des menaces, ensuite les menaces de mort, les menaces de viol, les menaces à mes amis, à ma famille. Et après il a commencé à chercher ma maison, là où j'habitais, pour pouvoir me faire du mal. Donc c'est grâce à ça qu'on voit un petit peu le danger aussi du monde des créateurs de contenu. C'est qu'on est exposé en fait totalement au monde entier et que dans ce lot de personnes, il y a des gens qui sont mal intentionnés, il faut se le dire. Faut pas oublier aussi le côté très positif des créateurs de contenu, c'est qu'on est notre propre patron. On décide de nos horaires, c'est nous qui décidons de comment on organise notre journée, on peut travailler à la maison ou même n'importe où. On fait aussi plein de rencontres grâce aux réseaux sociaux. Mais une question subsiste, est-ce que le monde des créateurs de contenu est réellement épanouissant ? Alors oui, il y a un côté très anxiogène dans le métier.
Il y a des fois où ça va pas du tout, où le moral est au plus bas. Et il y a les moments où ça va très bien. Mais ce qui m'épanouit le plus aujourd'hui, c'est de me dire que j'ai réalisé le rêve d'une enfant de 12 ans qui rêvait de pouvoir être libre et de pouvoir vivre de sa passion. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec ma caméra. Baby, I need your touch, unforgettable kisses. No, there's never too much, that's why I want all of the pieces. We lose control, no one sees that. Baby, tell me what it's like being perfectly bad, and tell me how it tastes goodbye when she's leaving you first, babe.